RE 2020, c'est vous qui bossez sur RE 2020 depuis maintenant un petit moment, Robin Rivaton. C'est la réglementation environnementale 2020 qui a succédé à la RT 2012, la réglementation thermique, je crois. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc déjà, l'ambiance n'est pas la même, environnementale, thermique. Vous vous éclatez? Oui, alors la ministre du Logement m'a confié cette mission mi-mars en me demandant de mener une évaluation de la réglementation environnementale 2020 et notamment à l'aune de son impact sur l'offre et la demande de logement, puisque vous le savez, ça n'aurait échappé à personne que la production de logements neufs est en chute libre. On est quasiment sur la moitié de ce qu'on faisait avant la crise. Alors, c'est pas que lié à la réglementation environnementale, fort heureusement, c'est beaucoup un problème de taux d'intérêt. Mais cette réglementation environnementale, elle a un coût sur cette production de logements. Et donc l'idée était de mesurer et de voir si ce coût était justifié. Et puis après de possiblement proposer des amendements. Donc le rapport sera remis officiellement le 10 juillet, donc dans une semaine tout pile. Et c'est très intéressant. Je ne veux pas déflorer la nature du rapport, mais ce qui est intéressant dans ces objets-là, c'est que c'est des lois très technocratiques, un peu dans le même esprit des lois environnementales, c'est-à-dire que vous faites de la prévision sur très long terme. C'est une loi qui a été votée en 2021 et qui a des effets jusqu'en 2031 avec 4 jalons, 22, 25, 28, 31. On ne sait pas trop ce qu'on mesure. On mesure du carbone, mais tout ça, on crée une ingénierie de calcul du carbone qui n'existait pas auparavant, qui a des marges d'erreur, parce que la réalité, c'est qu'on est bien incapable de dire précisément combien il y a d'atomes de carbone dans tel ou tel objet. Donc, il faut mettre en place une énorme machinerie de calcul avec ces marges d'erreur, et qu'à la fin, on donne un chiffre, un seuil en disant vous ne devez pas dépasser 710 kg de carbone par mètre carré, alors qu'il y a des marges d'erreur à chaque instant de ce calcul-là, et que après il y a des décisions concrètes qui sont prises et des arbitrages qui sont faits entre le carbone et la qualité de l'habitat. Si par exemple, au lieu de faire des appartements à 2,70 m de hauteur sous plafond, ce qui est agréable, les gens aiment bien avoir un peu de hauteur sous plafond, je fais 2,40 ou 2,50, j'ai moins de carbone. Mais c'est moins cool de vivre dedans. Si j'enlève les balcons, il n'y a plus de balcons, il y a moins de carbone. Mais c'est moins bien pour les gens qui allaient acheter du logement. Et donc, c'est un peu toujours ces arbitrages dans lesquels on finit, qui sont... On comprend la logique, personne est pour produire plus de carbone. On sait bien que ça participe au réchauffement climatique, tout ça, très très bien. Mais à un moment, il y a la vraie vie des gens d'aujourd'hui, de demain. Et si c'est pour finir par faire des logements qui soient des cages à lapins, très compacts, avec pas de hauteur sous plafond et pas d'espace extérieur, ça va faire cher payer du point de vue social l'addition de moins de carbone. Et tout ça, encore une fois, pour des calculs qui reste éminemment théorique. Et vous me disiez 1800 pages hyper techniques, c'est ça? Alors le moteur de calcul de la thermie, mais qui est issu de la RT 2012, c'est un annexe qui fait 1833 pages pour celui qui voudrait se plonger. Et c'est du calcul mais c'est assez logique, mais c'est du calcul à tous les égards. Vous mesurez le nombre de ponts thermiques entre la surface extérieure et la surface intérieure. Vous avez des coefficients de déperdition. C'est que des formules de calcul. Donc pour y rentrer dedans, il faut quand même s'accrocher un peu. Vous avez dû vous marrer. Ouais. Si j'ai bien compris. Surtout que, je sais pas, après, c'est un choix politique, en fonction de ce que vous remettrez. Bien sûr. Que un choix politique. Si j'ai bien compris, c'est que sur la partie des logements neufs. La RE ne détermine que le logement neuf. Après, il y a les règles de la RE 2020 qui ont un impact sur les DPE des logements anciens aussi, sur les mêmes seuils. Il faut le rappeler. Pas sur aussi. Le carbone. Pas sur le carbone. Mais c'est pour ça que je faisais cette précision, parce que c'est pour la petite caricature toujours, pour faire un peu le libéral de service. C'est que d'abord, les taux étaient très compliqués ces derniers temps. Ils ont mis fin aux incitations fiscales pour l'immobilier neuf. Il y a les normes sur l'immobilier neuf qui rendent la vie assez compliquée pour les promoteurs, sachant que les promoteurs ont fait tout un tas de rendez-vous avec les ministres du logement successifs. Parce qu'on revient toujours au même problème, c'est qu'il n'y a pas quelqu'un qui est là depuis 10 ans. Et une politique du logement, c'est pas sur 2 ans que ça se mène, c'est pas idéologisé. Mais en même temps, sur la RE 2020, elle a été appliquée aux logements anciens. Heureusement, c'est-à-dire que même les propriétaires des logements anciens, ou les gens qui auraient pu se dire je vais acheter de l'ancien plutôt que du neuf, puisqu'on va essayer de sauver l'immobilier, qui était l'idée fondamentale de ces gens-là, c'est-à-dire de réhabiliter le parc existant, de transformer le parc vieillissant. Ces normes-là ont été tellement contraignantes et tellement folles technocratiquement, qu'ils ont été obligés à un moment donné déjà d'alléger les contraintes pour les petites surfaces, etc., etc. Donc on revient, je voulais juste finir là-dessus,
et j'ai hâte de voir ce que Robin va préconiser, sur un exemple typique, je le redis, vous vous rappelez Nicolas, un besoin primaire. Se loger, c'est un besoin extrêmement primaire. Là, il y a de l'idéologie ces dernières années sur ça. Ils ont décidé de se faire l'immobilier. C'est une catastrophe, parce qu'en fait, quand l'immobilier va, tout va. Quand l'immobilier va pas bien, ça va pas bien. Comme le reste va bien, on est rassuré. Mais là, il y a une catastrophe, parce qu'on est sur un exemple parfait de la mauvaise gestion française d'un vrai sujet, un besoin primaire. Gaël Slimane, on pourrait dire un mot du bailleur privé. Ça, c'est peut-être une bonne mesure, justement. Ouais. Sur l'immobilier, c'est absolument central pour les gens. C'est-à-dire que une des raisons qui, selon moi, explique les pires sondages, les deux pires chiffres que je puisse donner, parce que je suis comme Robin, moi je viens pour apporter des bonnes nouvelles à chaque fois, les deux pires chiffres que j'ai en tête sur le moral des Français, c'est même pas notre indice de morale économique mensuel qui est mauvais, qui oscille entre très très mauvais et le un peu moins mauvais, mois après mois. Le pire chiffre, c'est le sentiment de déclin. C'est-à-dire que quand vous interrogez les Français en leur demandant est-ce que vous avez l'impression de vivre mieux ou moins bien que vos parents lorsqu'ils avaient le même âge que vous, cette fameuse question. On a une écrasante majorité de Français qui aujourd'hui, ce n'était pas le cas, pourtant ils sont pessimistes il y a 20 ans, mais aujourd'hui on a une majorité de Français qui dit je vis moins bien que mes parents quand ils avaient le même âge que moi. Et pire encore, quand on leur demande et vos enfants, quand ils auront le même âge que vous, est-ce qu'ils vivront mieux ou moins bien que vous aujourd'hui? L'idée de progrès, c'est quand même ça à la base. C'est la promesse du capitalisme. On a plus de 60% des gens qui disent mes enfants vivront moins bien. À beaucoup d'égards, quand on regarde les données statistiques, c'est faux. C'est-à-dire quand on prend des données statistiques sur le pouvoir d'achat, sur tout un tas de domaines, la santé, l'éducation, les vacances, les loisirs, sur 1000 choses, on peut se dire non, les gens là, ils sont excessivement pessimistes, ils ont tort. Il y a un domaine où on peut se dire, mais ils n'ont peut-être pas tout à fait tort là-dessus, c'est sur le logement. C'est-à-dire que sur la capacité à se loger, pour des Français d'un niveau de vie donné, standard, moyen, médian, bas, haut, la capacité à se loger dans un logement de qualité comparable décroît avec le temps, et on a un exil de pans entiers de la population qui ont dû quitter les villes ou les centres-villes ou les proches banlieues pour s'éloigner, ce qu'on appelle les périurbains, parce qu'ils ne pouvaient plus habiter là où leurs parents pouvaient habiter. Et jouer sur l'immobilier et le logement, qui est la première dépense contrainte des Français, une fois qu'ils sont plus embêtés pour payer leur loyer ou leur... Qui est assez mal intégré dans l'indice des prix à la consommation. Et qui est très mal intégré dans l'indice des prix à la consommation. Il est intégré, mais mal. Oui, mais donc, et du coup, une fois qu'on est tranquille là-dessus, après, le reste, c'est presque du bonus. On a pu avoir un toit. Et donc, jouer sur le logement est un élément capital pour le sentiment de pouvoir d'achat et de qualité de vie des gens. Oui. Ce qui était très frappant, c'est qu'au début de son premier quinquennat, Emmanuel Macron s'était détaché de la question du logement, considérant que ce n'était pas un sujet, que c'était une histoire de rentier. C'était un problème de rentier. Ça a été pris comme un détenteur. Juste, Nicolas, c'est important. À aucun moment donné, il faut remettre en question l'idée principale de la RE 2020. Il faut quand même des nouvelles règles, il faut repenser l'immobilier moderne, il faut aller vers cette transition environnementale. Attention, dans mon propos, je ne remets pas en question ça. Je dis juste qu'à la française, on l'a fait dans des bureaux, à 5 ou 6, avec des grands traits, et Robin l'a très bien précisé, il y a énormément de choses qui sont contre-intuitives. On a 6 minutes. Le bailleur privé, c'est bien ça, le statut de bailleur privé. Arrêtez de décourager les bailleurs privés qui se font avoiner fiscalement. Et alors ça, c'est ce qu'on a retenu, c'est les propositions. Elles ont quand même peu de chances de passer d'un point de vue fiscal, parce qu'en réalité, elles sont quand même assez onéreuses. Et donc, et puis il y en a certaines qui sont très complexes. Par exemple, vous avez un bonus si vous prouvez que vous louez moins cher que le marché. Qu'est-ce que ça veut dire louer au prix du marché? Comment vous vérifiez que vous louez moins cher que le prix du marché? C'est-à-dire que vous allez envoyer un bail aux services fiscaux qui vont aller relire. Il y a des mesures qui ne tiennent pas la route en fait dans l'esprit. La proposition phare qui est de dire grosso modo, on va pouvoir continuer d'amortir le bien, très bien. C'est quand même ça la clé. On amortit le bien. Le taux qui est présenté est très élevé. Objectivement, ça passera absolument pas pour Bercy, et c'est très fragile juridiquement, parce que tous les ans vous allez avoir quelqu'un qui vous dit le taux d'amortissement du bien, il est de X, Y, Z. Donc la première année, on va vous dire c'est 4%, vous allez dire c'est génial. Et puis un jour, quelqu'un va dire mais c'est quoi cette connerie, ça coûte 1,5 milliard, 3%, 2%, 1%. Et donc vous avez fait un achat. Ils n'ont jamais fait sur le meublé. Mais ça pourrait arriver. Tu as raison. Il n'y a rien qui écrit que c'est pluriannuel. C'est pas un écrit pluriannuel, c'est pas un rescrit. Et donc
c'est des propositions qui sont sympathiques sur papier. Objectivement, elles sont très dangereuses. Faut faire attention avec ça. Il y en avait une qui avait été les donations, par exemple. Les donations, l'année dernière, on a dit pour relancer le logement, on va permettre aux parents qui s'y donnent 100 000 € à leurs enfants de défiscaliser pour acheter un logement. Vous avez la moitié des notaires en France qui disent objectivement ce truc-là, ça tient pas la route juridiquement. Je le recommande pas. Donc c'est bien de faire des propositions. C'est bien quand elles sont juridiquement et fiscalement fiables, parce que on sait qu'on rentre dans une période de stress fiscal, et je peux vous dire que les impôts, il y a des mécanismes qui sont libératoires, il y a des mécanismes qui sont non libératoires en France, et que s'il s'agit qu'il y a des mécanismes qui peuvent être remis en question, les impôts n'hésitent pas à remettre en question. Donc il faut être assez prudent avec ça. Et juste un point pour rebondir sur ce que disait Gaël. En France, vous avez aujourd'hui 56% de ménages propriétaires de leur résidence principale. En 2005, il y a 20 ans, vous aviez 56% des ménages propriétaires de leur résidence principale. On a connu les taux d'intérêt les plus bas de l'histoire économique moderne. On a connu des taux d'intérêt à 1%. On n'a pas été capable de faire un ménage propriétaire de sa résidence principale en plus. Pendant ce temps-là, tous les autres pays autour de nous, tous les autres pays anglo-saxons ont vu leur part des ménages propriétaires de leur résidence principale augmenter. Aujourd'hui, la France, qui était un des pays avec le plus de propriétaires dans le monde, est le 5e pays de l'OCDE avec le moins de propriétaires de sa résidence principale. Et donc c'est quand même très intéressant, c'est que souvent on a ce mythe de la France de propriétaires. Copec, pas du tout. La France aujourd'hui, elle est juste devant l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche. Et le pire, c'est que c'est le souhait des Français. C'est-à-dire que quand vous faites des sondages et que vous les interrogez sur leur kiff absolu, c'est être propriétaire. Enfin voilà, on est arrivé. Et d'ailleurs, d'être propriétaire et propriétaire de sa résidence principale. Propriétaire de sa résidence je partage pas forcément l'idée qu'il faut être qu'il faut être propriétaire de sa résidence principale à tous les coups. Non mais je donne pas. Vu les prix dans les grandes villes, je dis pas mon opinion. Je dis les Français rêvent d'être propriétaires de leur résidence principale. Et ce que décrit Robin, c'est qu'ils n'y arrivent pas, ou pas autant qu'avant. Pour bien connaître l'Espagne, vous aviez un pays où il y avait très peu de propriétaires, qui était l'Espagne, et vous compariez à la France, où on était un pays de propriétaires. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas évolué. Et à mon avis, c'est de là que provient largement le sentiment de déclin ou de déclassement, qui, pour d'autres raisons, s'explique moins bien que si on s'intéresse de près à l'immobilier. Ce qui est compliqué, c'est pour les locataires, parce que tout ça, toutes ces règles, et la RE 2020, et le poids, la catastrophe sur l'immobilier neuf, c'est la carence de logement pour les locataires, et en particulier les plus petits locataires. Donc tout ce qui partait d'une idéologie contre les Français des propriétaires à grand patrimoine, etc., va pénaliser au final, et c'est déjà le cas depuis 18 mois, les gens les moins solides en France. Et c'est ça qui est le plus difficile avec l'immobilier par rapport à plein d'autres classes d'actifs. Et je suis ravi qu'ils aient plutôt figé le financier, protégé le financier en enlevant l'ISF, etc., qui était une vraie dynamique de M. Macron. Là-dessus, il est passé complètement à côté, et c'est une base électorale, on revient toujours au même sujet, qui ne va pas forcément le soutenir ou soutenir ses successeurs. En vrai. On a eu un débat qui a duré le temps du mercure, c'est la clim, là. Vous avez aimé le débat sur la clim? Tout de suite, le truc est devenu idéologique. Tout de suite, ça a été les riches contre les pauvres, la fraîcheur, c'est pour les riches. Les gens bien contre les gens pas bien. C'est normal que quelque chose dont on n'avait pas besoin il y a quelques années devienne finalement quelque chose de normal, d'installer de la climatisation dans des logements, surtout que dans ces périodes de canicule, on a des surproductions d'énergie électrique photovoltaïque à la mi-journée, et qu'on a en plus une électricité décarbonée, et qu'on a parfaitement la possibilité de faire tourner des clims sans difficulté. Vous avez un avis là-dessus, Robin Rivaton, sur la clim? J'ai un avis très très éclairé, puisque une partie de la clim pose la question du bâtiment neuf. Dans l'ancien, à la rigueur, vous achetez un climatiseur mobile et vous vous débrouillez. La question, c'est pourquoi on ne climatise pas le neuf. Donc c'est un des gros sujets du rapport, et c'est très intéressant d'essayer de comprendre pourquoi on ne climatise pas dans le neuf aujourd'hui en France de manière un peu automatique. Le sujet de la clim, c'est très idéologique. Aujourd'hui, quand on regarde la clim, vous l'avez dit, la consommation d'électricité de la clim, elle est très très réduite. L'objet à fabriquer en lui-même, il émet très peu de carbone, et les gaz qu'on met dedans, c'est réglé par un règlement européen qui dit grosso modo, ces gaz sont des hydrocarbures, des hydrofluors, des gaz fluorés qui participent beaucoup à l'effet de serre, mais l'Europe, et parfois il faut quand même dire bravo à l'Europe a pris en place un règlement en 2014, donc très vieux règlement, qui dit d'ici 2025, vous me sortez tous les gaz qui sont les plus nocifs et vous remplacez ça par des gaz peu nocifs. Aujourd'hui, on remplace un gaz qui avait, je vous le donne, représente à peu près 1 tonne de ce gaz, fait 2000 tonnes de CO2, donc c'est pas bien, très très pas bien, et on le remplace par du propane. Le propane, c'est 1 tonne de propane égale 3 tonnes de CO2. Donc c'est un gaz qui est quasiment parfait, donc il marche très bien. Donc la clim ne participe pas au réchauffement climatique.
La clim ne participe pas non plus, participe très légèrement aux îlots de chaleur urbains. On a vu plein d'études sortir totalement bidons sur Paris et autres. Les clims peuvent participer légèrement à l'îlot de chaleur urbain, mais très peu. Donc c'est une posture purement idéologique. La clim, ça permet d'augmenter la qualité de vie, et donc c'est une bonne chose. Robert Yvaton aujourd'hui, Stéphane Van Nuffel et Gaël Sliman pour le baromètre Odoxa AJP. Rendez-vous demain à 9h en direct d'Aix-en-Provence à l'occasion des rencontres économiques.